Son nom est Zigel, Jean-François Zigel. Une nouvelle fois, cet homme ose relever l'incroyable défi, nous faire découvrir et aimer la musique classique en une soirée. Ce soir, avec la danseuse et chorégraphe Marie-Claude Pietragala et les chanteurs Michel Delpech et Grégoire, il nous invite dans l'univers infini de la mélodie. Opéra baroque, chansons populaires, musique de ballet, comptines, chants français, poésie, le tout saupoudré d'une bonne dose de jazz. Pour l'aider dans sa mission, une équipe de choc. Philippe Jarouski, le célèbre contre-ténor à la voix stupéfiante. Le quatuor Eben, aussi à l'aise dans Debussy que dans Miles Davis. Et aussi un étrange serpent, un clavicorde peu orthodoxe et deux jeunes souffleurs très groovy. Mais avant cela, le générique, et c'est bien sûr Jean-François Zigel qui l'interprète. Bonjour, bienvenue à la boîte à musique. Très belle affiche ce soir et je suis particulièrement heureux de vous retrouver. Vous allez voir, il sera question de serpents et de mélodies, il sera question de baroque et de jazz, il sera question de danse, de chansons, d'opéra même. Et vous allez découvrir tout au long de la soirée les prestigieux invités qui vont se succéder. Mais vous le voyez déjà installé sur notre plateau, le quatuor à cordes Eben. Et puis alors, juste devant cet instrument mystérieux, le claveciniste Freddy Eichelberger. Pour nous accompagner tout au long de l'émission, j'accueille maintenant la très grande chorégraphe et danseuse Marie-Claude Pietragala. J'accueille également les chanteurs Michel Delpech et Grégoire. Moi, j'ai rêvé devant Marie-Claude dansant et puis Michel Delpech, j'ai l'impression que ce sont les tubes du passé, du présent et de l'avenir. On a tous au moins 3 ou 4 de ces chansons dans l'oreille. Et enfin, la révélation de cette année, Grégoire. Enfin, pour pas que vous puissiez vous endormir sur vos lauriers, histoire de remettre les pendules à l'heure, vous savez que l'émission commence toujours par un quiz. Je vous propose donc de venir autour du piano et le jeu va commencer. Voilà, alors le quiz est un peu particulier, un petit peu un hommage à Marie-Claude, puisque c'est un quiz musique de ballet. Donc, je ne vais jouer... Mais non, il ne faut pas lever les yeux. C'est comme ça, Grégoire, il me regarde en disant, si j'avais su, je ne serais pas venu. Si, je viens voilà. pour apprendre. Mais il y a une petite aide, c'est que c'est forcément des musiques de compositeurs russes ou français. Ah oui, j'ai oublié de dire, il faut un petit handicap à Marie-Claude, parce que c'est un peu facile. Donc, Marie-Claude n'a le droit de répondre que si vous ne trouvez pas, ni Michel, ni Grégoire, en troisième, jamais en premier. Je peux en donner au hasard, mais ça me dit toujours quelque chose. Ça a été beaucoup utilisé dans les publicités. C'est russe? Moi, je ne vois pas Oui, du tout. c'est russe. Oui, bien. Ah ben voilà, Grégoire marque un Grégoire point. a frappé. Exactement. La danse des Mirlitons, Tchaïkovski, de Casse-Noisette, la toute fin du 19e siècle. Alors, second thème. Oh, c'est une valse. Ouais. C'est français, ça, je suppose. C'est français, ça? Eh ben non. Non? Bon. Justement, c'était le Bien piège. sûr. Oui, personne n'a rien vu, elle n'a pas soufflé du tout, mais Pas du tout. je crois avoir compris. Enfin,
Le lac des Cygnes, ça ne m'étonnerait pas. Bravo, Ah, oui, Michel. ah oui, oui. Pas du tout. Non, c'est très méritoire. mais- Ah oui, c'était le piège. Deux Tchaïkovski de suite, parce qu'enfin, tout de suite, quand on pense au grand ballet, on pense à Tchaïkovski. Oui. Alors, troisième thème, peut-être encore du Tchaïkovski, je ne sais pas. Ça vous dit quelque chose quand même, ça. Ah, moi, je connais que ça, bien sûr, mais je ne saurais dire. C'est joué par l'orchestre tout en pizzicato, Le morceau est très très célèbre. pourtant. c'est-à-dire en pinçant la corde. C'est très célèbre, mais je ne sais pas qui l'a écrit. Grégoire, peut-être. Moi, je connais, mais je ne sais Eh pas. ben Moi, oui. c'était important dans ma vie parce que ça a donné le prénom de ma mère. Quand elle est née, Sylvia, le ballet de Delibes était très à la mode et la sage-femme a conseillé à ma grand-mère d'appeler ma mère Sylvia. Eh bien, personne n'a le point. On continue. Terriblement russe, ça, non La moitié du chemin. C'est très russe. Non Non Si, hein Oiseau de feu. L'oiseau de feu. Wow. Le final de l'oiseau de feu, cette musique est utilisée depuis à peu près 25 ans au planétarium du Palais de la Découverte pour faire le lever de soleil. Alors, peut-être un tout petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile, effectivement. Marie-Claude le sait, je sais que Marie-Claude le sait. On peut peut-être leur demander. Hein. Ah oui, mais ils n'ont pas le droit, s'il vous plaît. C'est le ballet Les Petits Riens de Mozart qu'il compose à 22 ans alors qu'il est à Paris. Et c'est la gavotte des Petits Riens. L'histoire, c'est une sorte de bergère, comme on aimait bien à l'époque. Un dernier thème. Prokofiev ou quelque chose comme ça, non? Presque. C'est dans Fantasia de Walt Disney. L'apprenti sorcier. Mais oui, très bien, bravo. C'est lui, c'est lui. Et alors, Je cherchais le compositeur, en fait. Oui, moi aussi. alors vous connaissez l'histoire. L'apprenti sorcier qui en a assez de devoir aller chercher des seaux d'eau et remplir les cuves avec, et qui profite de l'absence de son maître pour lui chipper une formule, et il ensorcelle le balai. Et donc le balai, à sa place, amène les seaux d'eau. Et évidemment, il n'a pas la formule pour arrêter le balai, et c'est l'inondation. Oui, vous me direz que c'est pas un ballet. Bon, c'est une musique de ballet aussi. Enfin, bon, enfin bref, c'est un très mauvais jeu de mots. Vous pouvez retourner à votre place. Bon alors, Marie-Claude, qu'est-ce que tu as dansé dans tout ce qu'on vient d'entendre? Le lac, bien sûr. Sylvia aussi. L'apprenti sorcier, non. Définitivement non. Casse-noisette, évidemment. Tous les grands classiques. Et alors, Ouais. qu'est-ce qu'on attend d'une musique pour danser? Le rythme? La danse, c'est vraiment la fusion avec la musique. Donc, le rythme, l'inspiration aussi. Moi, je sais que je travaille, bien sûr, le thème, mais après, je cherche tout de suite la musique qui va coller à la situation. Donc, faut qu'il y ait l'osmose avec le mouvement. Le corps devient musique aussi. Mais alors, j'ai remarqué une chose, dans la plupart des grands ballets, justement, Tchaïkovski, etc., il y a souvent un côté très plaisant, très divertissant, comme ça. Oui, il y a la grâce et la légèreté, mais enfin, il y a des ballets comme Roméo et Juliette où il y a des choses aussi dramatiques, tragiques. Donc, je pense qu'il y a plusieurs couleurs dans la musique et justement pour pouvoir développer plusieurs thèmes. Alors là, on a le quatuor ébène. Et j'avais envie de leur demander quelque chose qui va dans le sens de cette question qu'on se pose du divertissement. Parce que dans l'esprit des gens, la musique classique, ce n'est pas le divertissement. Le divertissement, justement, sont les autres musiques. Or, il y a énormément de compositeurs qui ont écrit des divertissements.
Par exemple, Mozart, il y a au moins 200 divertissements de Mozart. Et alors, j'ai pensé que c'était peut-être pas mal d'entendre un mouvement d'un divertissement, celui en ré majeur. Et alors, en plus, Mozart a carrément 16 ans quand il le compose, donc vous allez voir, c'est déjà très bien. Alors, je ne sais pas si on pourrait le danser, mais moi j'ai l'impression qu'il danse. Si, déjà. on pourrait le danser. Oui. Quand il joue, bah oui, avec le cha-cha-cha. Mais quand on parle de divertissement, c'est vrai que ça prend une autre connotation maintenant. Le divertissement, c'est au-delà du divertissement. Enfin, il y a toutes les couleurs, il y a la légèreté, il y a la force, c'est profond, subtil. Mais moi, la question que je me pose toujours avec ces soirs de divertissement, c'est au fond à quoi ça sert la musique? Est-ce que ça sert pour s'évader, pour rêver, pour être heureux? Quand on interroge des enfants, ils disent « Oh, la musique classique, c'est triste ». Et ils ne comprennent pas tellement pourquoi on écouterait de la musique triste. Donc là, c'était une musique très joyeuse, mais c'est toujours la question qu'on se pose. Quel plaisir nous éprouvons à écouter une musique qui est triste? Tiens, Grégoire, par exemple, dans tes chansons, de temps en temps, ça n'a pas l'air de s'être passé très bien. Donc le texte raconte une expérience malheureuse et il y a même un peu de nostalgie dans la voix. Et on pourrait dire, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, en fait, j'écoute souvent des musiques tristes. D'ailleurs, la plupart du temps, j'écoute que ça. Et ça te rend joyeux? Et ça, non, ça m'aide à accepter en fait les douleurs. Par exemple, quand je vis un chagrin d'amour, j'ai plutôt tendance à écouter Ne me quitte pas en me disant voilà, il y a quelqu'un qui m'a déjà compris, qui en parle mieux que moi. C'est pour aider à relativiser. C'est comme, enfin, moi, j'écoute des chansons et des choses tristes, comme si je parlais avec un ami, et au final, ça me permet de me soulager. C'est très joli ce que tu viens de dire, comme parler à un ami, parce que justement, je vous propose d'accueillir maintenant quelqu'un qui, j'en suis sûr, va devenir à tous notre ami. Il s'agit d'une très grande voix, du contre-ténor Philippe Jarouski. Philippe Jarouski qui chante de tout, qui peut aussi bien chanter la chanson, l'opéra, le baroque, la mélodie française. Nous accueillons donc maintenant Philippe Jarouski. Bonjour Philippe. Bonjour.
Alors, Philippe, nous étions justement en train de parler de ce problème de la gaieté ou de la tristesse dans la musique. Et apparemment, ça n'effrayait personne d'écouter quelque chose de triste, puisque Grégoire pensait même qu'au fond, ça lui fait plus de bien, si j'ai bien compris. Et dans ce que tu vas chanter, qui est un air magnifique de Purcell, le personnage n'a pas l'air très joyeux finalement. Oui, mais en même temps, donc c'est Music for a While de Purcell, mais c'est vrai qu'il lui dit aussi un petit peu de musique apaisera tes tourments. Mais c'est vrai que Purcell insiste plus sur les tourments qui ne sont pas encore partis que. Ouais. Mais que la musique est censée guérir. Voilà. Donc c'est la musique exorciser. comme médicament. Voilà, un petit peu. C'est remboursé par la sécurité. Voilà, c'est l'antidépresseur de l'époque. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans cette mélodie que tu vas chanter, c'est que pendant que toi tu es ému, que tu nous racontes tout un tas de choses, eh bien la main gauche, que là je fais au piano, mais qui pourrait se faire au clavecin, au luth, au violoncelle, eh bien la main gauche fait ce qu'on appelle une basse obstinée. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre de la mélodie, elle fait entendre ce dessin. Pirom, pirom, parim, pero. Et vous écouterez bien, si vous arrivez à ne pas être trop hypnotisé par la beauté de la voix de Philippe, vous écouterez bien la main gauche qui redit ça. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une image musicale de ce que nous sommes au fond. C'est-à-dire toujours en quête de nouveautés et en même temps toujours en train de ressasser la même chose. Donc moi, je besogne ma main gauche et toi, toi tu chantes.
Alors aussi une autre question qu'on peut se poser, puisqu'ici à la boîte à musique, en premier lieu on parle de musique classique, mais on parle évidemment de toutes les musiques, c'est quelle est la différence entre une mélodie classique, entre un air classique et une chanson? Parce que finalement, on parle à peu près des mêmes choses, des tourments ou de la joie, il y a des paroles, il y a une ligne mélodique, il y a un accompagnement. Cette basse obstinée, très typique de la musique anglaise de l'époque. Hein. Purcell, c'est fin XVIIe siècle, qu'on appelle un ground. Mais enfin, tout cela, au fond, la basse obstinée, ça existe aussi dans le jazz, ça existe dans la chanson. Quelle différence y a-t-il? Eh bien, on a pensé à faire la petite expérience suivante et on vous dit rien. Écoutez. C'est très beau, très touchant. Michel, je te regardais, je me demandais si tu reconnaissais, à partir de quand tu reconnaissais Assez rapidement, il m'a fallu 2-3 secondes, mais... Voilà, la version baroque en madrigal. C'est vrai qu'on l'a rendu plus triste aussi. Voilà, de Ah non, White is je ne White. suis pas d'accord. Comme ça, non, ça m'a paru au contraire très, Apaisé, très peut-être. joyeux. Oui. Alors, White is White, qui est un des succès les plus connus, on croit toujours que c'est le blanc et le blanc. Non, c'est l'île de White. Oui, c'est un calembour douteux, parce que Johnny Hallyday venait de sortir une chanson qui s'appelait Noir c'est noir. Alors, avec mon sens du contre-pied, bon, ça parlait évidemment de l'île de White, du premier festival pop qui a eu lieu là-bas. Donc, enfin, c'est un peu comme Woodstock et toutes ces choses-là. Donc, je ne sais pas si Grégoire, tu... Si, Très, moi, j'écoute que ça en fait. C'est vrai? Les hippies, la pop anglo-saxonne des années 60-70 et les chansons justement françaises de ces années-là. J'écoute peu de trucs actuels, enfin si de temps en temps, mais je suis je suis le dernier de 4 enfants, donc toute la musique que j'écoute date de ces années-là. Mais oui, il y a quand même puisque bon, en gros, la question, c'est un petit peu quelle différence il y a entre une chanson et un air de musique classique. Et c'est pour ça qu'en changeant l'accompagnement, on s'aperçoit que la limite est peut-être plus délicate que ce qu'on croit. Oui. Mais dans la musique classique, on attribue toujours un air, une mélodie à un compositeur. On dit La jeune fille et la mort ou La truite de Schubert. On dit telle mélodie de Brahms. On dit telle mélodie de Purcell. Et puis après, on est très content de l'entendre par tel ou tel interprète. Tandis que j'ai l'impression que dans la chanson, les différents éléments, les paroles, la mélodie, l'accompagnement, la personnalité du chanteur ou de la chanteuse, tout ça, ça forme un tout indissociable au point qu'au fond, personne ne sait jamais qui a composé une chanson. Tes chansons les plus connues, on dit c'est une chanson de Michel Delpech, comme il y a une chanson de Piaf, etc. Alors déjà, je voudrais dire que cette mélodie que
de White is White, c'était une composition de quelqu'un qui s'appelle Roland Vincent, qui composait mes premières chansons et qui avait des très grandes références dans la musique classique. C'était quelqu'un de très pointu là-dedans. Donc c'est à lui qu'il faut d'abord rendre hommage. Mais il faut rendre lui à rendre César hommage, ce qui est à César. Non, est-ce que tu très peu disais de gens sur le les savent, chansons, ça, par exemple, très peu que de gens c'est le savent, composé parce par que oui, c'est Roland vrai Vincent. que les gens ne font pas la différence. Si c'est une chanson qui a été chantée par un tel, ça nous a plu ou ça nous a pas plu, c'est tout. Mais tu sais, avant, quand on vendait les partitions, il y avait marqué chanson de Monsieur Untel, de Madame Untel, etc., Marguerite Monod, Tandine Piaf, etc. Et les interprètes, il y en avait plusieurs aussi. Donc les choses ont changé. Maintenant, il y a un chanteur pour une chanson en général. Voilà. Donc les choses évoluent un petit peu, mais avant, on savait quand même un peu plus qui avait écrit quoi. Nous allons réhabiliter les compositeurs de chansons. Alors, je voudrais aussi en venir à, dans ce qu'on vient de faire, ce qui est très particulier, c'est cette voix magique, cette voix d'ange de Philippe qui semble planer comme ça au-dessus de nous et qu'on en parle un petit peu parce que finalement, c'est une voix plutôt aiguë. On a une habitude sociale, c'est de considérer que les hommes parlent dans le grave et que les femmes parlent dans l'aigu, comme ça. C'est vraiment une convention, hein, puisque dans certaines peuplades africaines, c'est l'inverse. Les femmes parlent en ce qu'on appelle la voix de poitrine et ce sont les hommes qui parlent plus aigu en voix de tête. Donc je voulais juste que tu nous expliques un peu d'où vient cette différence. C'est vrai que la façon de catégoriser les voix vient plutôt de la période romantique. Et on a catégorisé les voix de ténor et baryton pour les hommes, de basse, et les voix de mezzo-soprano, soprano pour les femmes. Et c'est vrai qu'à la période baroque, et même un petit peu avant, les choses étaient vraiment très différentes. Il y avait des hommes justement qui chantaient haut, et des femmes aussi qui chantaient grave. Et c'était une conception effectivement très détachée en fait de ce qu'on était en tant que personne sexuée en fait. Oui. Très détaché de ça. Les hautes comptes, c'est donc le fait d'utiliser la voix de tête, que voilà. tu n'utilises pas quand tu parles. Que j'utilise sûrement un petit peu, mais voilà, c'est vrai que la différence, on dit voix de poitrine, là comme je parle, et voix de tête. Alors c'est vrai que la voix de tête, en fait, on va utiliser plutôt les résonateurs, des sinus, les os du crâne. La voix de poitrine résonne plus ici au niveau du haut du torse. On peut passer de l'un à l'autre, et c'est pas parce qu'on a une voix de tête qu'on n'a pas de voix de poitrine, évidemment. Oui. Ce que tu veux dire, c'est qu'au fond, pour un homme, il a en lui la possibilité on a tous, oui, voilà. on a tous. La voix de Après, tête on et est la voix de plus ou poitrine. moins doué en voix de poitrine, en voix de tête, mais on a tous cette possibilité de faire sonner ces deux voix. Bah, écoute, je te propose quelque chose. Est-ce que tu peux pas, puisqu'on vient d'évoquer une chanson de Michel, est-ce que tu peux pas évoquer une chanson de Grégoire en alternant la voix de tête et la voix de poitrine? Car donc tu peux aussi chanter en voix de poitrine. Un petit peu. Un petit peu. On y va? On va essayer, oui. Ces gens que je connais depuis 20 ans ou quelques jours, à tous ces gens qui m'ont donné un peu de temps, même des toujours, à ceux qui ne sont qu'un hasard, à ceux qui rient souvent le soir si tard. Ah, moi j'adore ça parce que j'ai l'impression que tu t'es dédoublé, qu'il y a deux Oui, personnages. En fait, quand on est contre-ténor, il faut être un peu schizophrène, je pense. Grégoire, est-ce que tu chantes uniquement en voix de poitrine ou aussi en voix de tête? Non, je chante principalement en voix de poitrine quand même. C'est ce qui m'a semblé dans ton disque, mais je pense que le moment est venu de faire ce que vient de faire Philippe, c'est-à-dire d'apprendre à chanter en voix de tête. Un petit cours de chant. Alors c'est donc le premier cours de Grégoire par Philippe Jarouski. Le ça, premier j'aime cours beaucoup. dans l'absolu. Voilà, exactement. Jamais Un premier cours de chant. Oui, je n'ai C'est jamais une rien fait de ma vie. responsabilité. Alors, je te rassure, le premier cours est gratuit toujours. Parfait. C'est à partir du deuxième qu'on paye, c'est comme chez le psychanalyste. Hein. D'accord. D'accord, alors eh bien, je vous laisse procéder. Professeur Jarouski. Jean-François, si tu veux bien, tu participes aussi. Ah bah je veux bien moi, puisque c'est Donc, gratuit le premier cours. Voilà, donc chacun à la suite. Donc d'abord Jean-François, après Grégoire. On fait d'abord la voix de poitrine, la voix la plus grave. Donc je vous donne l'exemple. OK? Donc.
Oui. 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 C'est déjà plus swing ici. Là. Et après la voix de tête, même chose. Oui. 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 Ça marche Très bien. On est très doués. Hein. un peu plus haut Un peu plus haut. pour voir qui Vas-y. craque. Oui. 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 Et maintenant, Oui. ah, l'enfant a gagné. Encore un peu de travail pour le sol. Et donc, on peut vraiment annoncer officiellement que ton prochain disque est en voix de tête. Bah, si je travaille avec les Bee Gees, ouais, pourquoi pas. Voilà. Ou Obispo. Paul Naref. Mika. Ou Mika. Ou Paul Darève, très bien. Mais c'est vrai que c'est très employé quand même dans la pop actuellement. Il y a quand même beaucoup de chanteurs qui utilisent cette voix-là. En plus, c'est à la mode. Et alors, qu'est-ce que ça donne si on vous mélange tous les deux, si on superpose la belle voix chaude, expressive de Grégoire et tes vocalises sur elle? Comme ça, je reprends essayer. ma place au piano, parce que je suis quand même pas très à l'aise à chanter. Tous ces gens que je connais depuis 20 ans ou quelques jours, à tous ces gens qui m'ont donné un peu de temps même et toujours, à ceux qui ne sont qu'un hasard, à ceux qui restent souvent si tard le soir. Je vous envoie cette prière, même si nos dieux sont différents. Je garde votre image en frère. Nous sommes issus du même sang. Je vous envoie cette prière, même si nos dieux sont différents. Oui, même si nos dieux sont différents. Formidable. Un duo est né. Bon, alors quand même, principalement, la voix de haute contre est attachée dans notre esprit à la musique baroque. Et je propose maintenant d'accueillir un instrument très baroque. C'est le moment de l'instrument rare, le joueur de serpent, Michel Godard. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors écoute, c'est vraiment extraordinaire. On n'a même plus besoin que tu en joues, tellement déjà c'est beau Ça cet suffit. instrument. Ben oui, c'est magnifique. Voilà. Est-ce que je peux venir voir? Bien J'ai sûr. le droit de venir voir. Alors c'est en quoi? C'est du bois C'est du bois recouvert de cuir, avec une embouchure de cuivre en plus. avec un bocal en cuivre et une embouchure en ivoire ou en corne. Et alors toi tu es quoi? Tu es un serpentiste, un serpentin? Un serpent, on dit. Un serpent? Un joueur de serpent, c'est un serpent. Comme on disait un trompette, on disait un serpent. On disait un serpent. Ça date de quand l'instrument? L'instrument date de la fin du XVIe siècle. Il a été inventé pour accompagner le plein chant dans les églises et encore au début du XXe siècle, on trouvait dans certaines églises des joueurs de serpents. Tu sais, il y a même eu beaucoup de remontrances à l'époque contre les joueurs de serpents parce qu'ils étaient en soutane à côté des curés. Bon, comme ils n'étaient pas curés, on les retrouvait en général 1 heure après l'office sous la table dans la taverne d'en face. Donc Rome a demandé qu'ils n'aient pas le droit de boire. Alors ils ont répondu qu'ils n'étaient pas membres du clergé. Puis il y a eu un compromis. Finalement, ils ont eu l'autorisation de boire et de se mettre minables, mais dans la paroisse d'à côté. Tu peux pas nous jouer un petit thème liturgique du chant grégorien, quelque chose? Bien sûr, je joue quelques mesures du Victime Pasquali Laudes, par exemple, juste la partie la plus chantante. Hein. Oui, Père Godard.
Bon, mais alors, qui est-ce aujourd'hui qui joue du serpent? Mais il y a de plus en plus de monde. C'est un instrument qu'on redécouvre. On a redécouvert C'est tous les vrai instruments anciens au fur et à mesure. Et on en arrive au serpent et de plus en plus. J'enseigne au conservatoire à Paris et j'ai 6 élèves tous les ans qui se passionnent pour certains et qui jouent. Donc vous avez Maintenant, compris, hein, je m'adresse à tous les parents qui hésitent pour la rentrée, qui disent de quel instrument mon enfant va pouvoir jouer, prenez le serpent. Moi j'adore cette sonorité un peu ouatée, on dirait une sorte d'éléphant qui ferait des barrissements mais dans un édredon, en quelque sorte. En gros c'est la tessiture du violoncelle. C'est la tessiture de la voix d'homme, justement. Vous avez beaucoup parlé de voix. C'est Ah comme bah oui, il parce que accompagnait dans le les églises, prêchant. les femmes ne chantaient pas. Non. Donc du coup, c'était pour aider les chanteurs. Voilà, il descend masculins. jusqu'au do grave de la voix de basse et jusqu'au sol aigu du ténor, la voix humaine, la voix d'homme habituelle. Alors c'est drôle parce qu'il n'y a pas une très grande amplitude dynamique, mais ça remplit bien, je trouve. En fait, c'est un instrument qui seul peut remplir une très grande église, sans aucun problème. C'est un peu le même principe que ces instruments comme les trompes tibétaines, les cors des Alpes, tous ces instruments qui ont un son très doux de près, mais qui portent très très loin, qui s'entendent d'une montagne à l'autre ou d'une église à l'autre. Et ils ont toujours cette forme courbée. Le serpent, oui. Il a cette forme-là, ça c'est un serpent d'église, comme il est resté identique pendant plusieurs siècles. Mais on m'a dit qu'il y avait aussi des serpents droits, des serpents militaires. Est-ce que c'est vrai? Oui, bien sûr, parce que c'est un instrument qui n'est pas resté dans l'Église. Après la Révolution, il est rentré dans l'orchestre symphonique, dans les musiques militaires, et on a essayé de lui donner des formes différentes, etc. Et des compositeurs comme Berlioz, Mendelssohn ou Verdi ont encore écrit pour le serpent dans l'orchestre symphonique, des musiques qu'on joue maintenant avec le tuba. Très bien. Alors est-ce que maintenant on peut entendre quelque chose qui soit non pas quelque chose de liturgique, mais quelque chose vraiment typique de l'époque baroque? Bien sûr, on va vous jouer avec Freddy un passamezzo de Diego Ortiz, qui est justement une des premières traces écrites d'exemples d'improvisation sur une basse. Nous écoutons. Je ne me lasse pas d'écouter cette sonorité ouatée et à la fois douce et rugueuse, mais je suis très intrigué par l'instrument accompagnant qui est avec nous depuis le début de l'émission sur ce plateau et je vous propose d'aller voir de plus près. Il s'agit donc d'un clavicorde. Bon alors, Freddy, tu es improvisateur au clavecin, au clavicorde, enfin n'importe quel clavier finalement, mais moi, ce que je ne savais pas du tout, c'est que je pensais que le clavicorde, qui aimait beaucoup Bach, que Mozart avait un clavicorde, etc. Et Schubert aussi avait un clavicorde. Ah bon? Il Oui. avait un clavicorde? Ah oui, oui, absolument. Tu lui as téléphoné? Mais oui, encore hier, il m'a dit n'oublie pas de dire que j'avais un clavicorde dans la maison. Bon, alors Schubert, Mozart, ça va les plus grands. Donc je croyais que c'était un instrument relativement récent qui était venu après le clavecin. Et tu m'as dit tout à l'heure que pas du tout. Pas du tout. En fait, le clavicorde démarre au XVe siècle et a une évolution jusqu'au XIXe. Donc évidemment, ça, c'est à peu près la taille qu'on trouve au XVIIe siècle. Évidemment, au XIXe, ça grandit, ça devient à peu près grand jusque-là, quoi. Hein. Et le clavicorde, en fait, il y a deux claviers qui sont naturellement expressifs dans l'histoire de la musique. Bon, à part les synthés, évidemment, parce qu'avec les instruments électriques, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais pour les instruments, on dirait secs maintenant, hein, il n'y a que l'harmonium ou le clavicorde où l'on peut modifier le son une fois qu'on a attaqué la note. Alors montre-nous ça. Alors, par exemple,
on peut enfler. Là, si je fais rien, ça fait ça. Je peux vibrer le son, comme ça. Ou je peux enfler Les chevilles. Non, le son, pardon. le son. Oui. Moi, j'ai découvert le serpent de Michel Godard grâce à un disque qui s'appelle Archangelica. Et dans ce disque, il y a un morceau que j'adore, que vous avez co-composé. Je ne savais pas dire qu'on pouvait co-composer. Alors, le morceau s'appelle L'or des ténèbres, ce qui est un bel oxymoron. Ça paraît contradictoire. Et donc, vous allez le jouer ensemble, le serpent, le clavicorde et le quatuor. Nous avons été rejoints en cours de route par deux jeunes musiciens de l'Orchestre national de jazz, Antonin Trioang et Guillaume Poncelet. Merci Michel. Et alors, il va revenir, mais là, voilà, c'est la loi. Le serpent a été remplacé par les instruments plus modernes. Et alors, vous savez, comme ici à la boîte à musique, on aime les quiz. Et je vous propose un quiz, mais un peu particulier. Pas comme d'habitude, vous restez assis. Oui. Non, Alors, vous avez compris qu'aujourd'hui, dans les quiz, il y en a toujours un qui n'a pas le droit de répondre. Alors là, c'est Michel. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, nous allons improviser autour de thèmes, de chansons connues de Michel. Et vous allez réviser vos classiques.
et nous dire quelles sont les chansons utilisées par le saxophone, le bugle ou le piano. Alors, faites attention, ce n'est pas forcément facile à reconnaître. Parfois, c'est juste les premières notes. Mais on va voir. Grégoire. Ah, il y a eu un medley là, j'ai entendu chez Lorette, la dernière c'était quand j'étais chanteur, il y a eu White is White, il n'y a pas eu Le Chasseur, non? Oui, le chasseur, absolument. Mais alors, curieusement, je l'ai pas entendu passer, le chasseur. Je croyais avoir tout repéré. Soudain, je Ah, oh. par-dessus les temps, soudain, j'ai vu Oui. passer les oies sauvages. D'accord, mais je l'avais pas saisi. Au rythme balkanique. Ouais. Donc le chasseur et Que Marianne était jolie, non? que Marianne était Oui. jolie, Marie-Claude. Il divorçait? Non, on n'avait pas divorcé, on se connaît pas Pour depuis un très flirt, longtemps. je pense qu'il y a eu pour un flirt. Oui, non, pour un quand même. flirt. Je ferais n'importe quoi. Bravo. Antonin Guillaume, merci beaucoup. Vous quittez le plateau, mais vous revenez quand vous voulez. Alors au début de l'émission, j'ai dit qu'on parlerait d'opéra. Michel, si tu permets de faire une transition audacieuse, eh bien, machine à tube pour machine à tube, c'était le cas de Handel. Handel qui est un compositeur un petit peu particulier puisque c'est un peu un directeur d'opéra en quelque sorte. Il n'écrit pas sa musique dans l'absolu, il écrit vraiment pour des interprètes bien précis et au premier rang duquel, évidemment, les castrats. Donc Philippe, si tu veux bien venir... Alors, parlons de cette histoire de castrat. On est dans la première moitié du XVIIIe et le public se presse en masse. Il y a une sorte d'adulation pour des grands chanteurs qui sont des castrats. Oui, c'est le règne des castrats, on va dire, pendant plus de 2 siècles, hein, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et on a castré justement des enfants parce que pour préserver un peu leur qualité vocale quand ils étaient très, très jeunes. Et en fait, ça leur donnait effectivement des capacités, on va dire, un peu surhumaines. Ils étaient plus grands souvent, ils avaient une cage thoracique plus grande et ils gardaient des cordes vocales très petites, ce qui leur donnait un grand souffle et une très grande agilité et aussi une grande puissance. Donc en fait, c'était un peu des super chanteurs. Maintenant, effectivement, nous, contre-ténors ou également des voix de femmes, on essaye de faire revivre un peu cet art des castrats avec nos moyens à nous. Le répertoire qui est revisité, mais c'est très intéressant parce qu'on a toujours cette image qu'en quelque sorte le castrat serait une sorte de substitut féminin. Or, pas du tout. Dans l'opéra de du tout, non. l'époque, c'est le personnage surnaturel, extraordinaire. Donc, il incarne volontiers des dieux, des rois, des empereurs, Jules César, Néron, tout ça. Exactement, oui. On aimait les sujets historiques et mythologiques et ils incarnaient toujours des personnages très nobles, surtout le premier castrat, parce qu'il y avait une hiérarchie. Il y avait premier castrat, second castrat dans les opéras. Et le premier castrat était toujours le héros à qui il arrivait beaucoup d'aventures au cours de l'opéra. Et alors, dans ce que tu vas nous chanter maintenant, c'est extrêmement virtuose. Oui. Et c'est en italien. Donc... Oui, c'est le premier opéra que Handel présente à Londres. Et en fait, on sait, il l'a écrit en à peine 15 jours. Il a voulu séduire le nouveau public londonien. Il a en fait repris, lui, également énormément de tubes qu'il avait écrits auparavant. Il les a compilés dans cet opéra-là. Et donc, c'est l'histoire de Renaud qui se bat contre la méchante sorcière Armida, qui vient d'enlever sa bien-aimée. Et il invoque un peu les éléments, les tempêtes, les vents,
pour se donner du courage. Donc c'est une musique qui est très descriptive et qui justement montre un peu toute cette agitation. Donc, Venti turbini, donc vent et tempête. Accourez à mon aide. Venti turbidi prestati, levo strani a questo pie, levo strani a questo pie. Venti turbidi prestati, levo strani a questo pie, levo Venti turbidi prestati, levo strani a questo pie. Levo strani a questo pie, a questo pie. Alors c'est étonnant de penser à ce personnage de Handel qui est tellement à l'opposé, avec à peu près les mêmes dates de naissance et de mort, de Bach. Bach qui reste pratiquement toute sa vie entre une ou deux villes, Köthen, Leipzig, qui n'a pas de grands virtuoses à sa disposition. Donc il écrit une musique qui tient par l'équilibre, la polyphonie des voix, et peu importe finalement qui la chante. Et bien au contraire, Handel, l'Européen, qui change de nom à chaque fois qu'il change de pays. Il s'appelle Georg Friedrich Handel, ou alors Giorgio Federico, ou alors George Friedrich, quand il arrive en Angleterre, et qui, lui, écrit vraiment pour des chanteurs précis dont il connaît les possibilités vocales. Oui, et d'ailleurs, on le sent quand on le chante, il y a un plaisir physique qui est très différent. Enfin, chez Bach, il n'y a pas de préoccupation des problématiques du chanteur, la respiration, le chanteur est comme un instrument. Voilà, c'est comme un instrument vocal. Handel connaissait très très bien les chanteurs, les faisait travailler et avait un sens. On peut se dire que c'est déjà pratiquement du bel canto au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est aussi un massage vocal. C'est quelque chose qui doit mettre en valeur le chanteur. T'entends ce que tu dis, le massage vocal et toutes ces vocalises. Alors c'est ça qu'on appelle le coloratour en fait. Oui, on appelle ça les coloratours. C'était fait justement pour mettre en valeur les capacités de souffle du chanteur qui pouvait notamment improviser et tenir une note très longtemps et après continuer à faire des vocalises ou des coloratours. Et c'était vraiment justement utilisé notamment dans les morceaux de bravoure pour montrer justement la force du chanteur. Et là, dans les morceaux de bravoure, ce que tu as chanté, ça n'est pas l'improvisation, c'est vraiment écrit par Handel. C'est vraiment écrit par Handel. Tandis que dans d'autres airs, notamment les airs plus lents, là, c'est le chanteur qui peut ornementer à sa guise. Oui, et d'ailleurs, les compositeurs, même jusqu'à Rossini, se plaignaient qu'il y avait des chanteurs qui ornaient tellement qu'ils n'arrivaient même plus à reconnaître leurs propres morceaux. Oui, c'est-à-dire que la mélodie n'était qu'un prétexte à Voilà, un prétexte à la virtuosité, et c'est ça qui a amené effectivement peut-être aussi un peu la disparition des castrats, parce que c'était un art qui devenait un petit peu futile par rapport aux préoccupations de la période romantique, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'ornementation improvisée ? Oui, sur une phrase. Donc il faut commencer par une phrase sans ornement pour que les téléspectateurs comprennent bien, d'accord ? Et un des grands tubes de Handel. Lascia ch'io pianga mia cruda sorte e che sospiri la libertà. Et maintenant le même air, et tu improvises ce que tu veux. Lascia ch'io pianga mia cruda sorte e che sospiri
Apparemment, c'est extrêmement clair. J'ai oublié de te demander de quoi ça parlait. Alors cet air, c'est donc l'Ashakiopianga, on revient à quelque chose d'un peu triste, littéralement « laissez que je pleure ». Et c'était un air qui a été repris vraiment dans toute l'Europe et qui a touché justement par sa simplicité qui était un peu nouvelle. D'accord. Et c'est accompagné normalement par l'orchestre. Par l'orchestre. Alors nous avons justement des cordes, un clavicorde. Je propose qu'on écoute, là on a juste montré la première phrase, mais qu'on écoute maintenant l'air dans sa vérité instrumentale, enfin en tout cas avec un petit orchestre et des cordes. Merci Antonin, merci Guillaume et bravo Philippe. Il me semble que la fin peut-être c'était pas tout à fait dans le style de Handel. J'espère Philippe que tu es content d'avoir en quelque sorte tes Jazz Boys. Oui, les Jarouskis, mais c'était Jazz Boys. orné, c'était dans l'esprit de l'époque, c'était d'avoir cette liberté de pouvoir modifier la matière musicale qui était écrite et de se l'approprier en fait. Mais Marie-Claude, tu m'as dit que tu avais fait une chorégraphie il n'y a pas très longtemps sur Oui. cette air pour un spectacle qui s'appelle le SAD. SAD, ou le Théâtre des Fous, oui. Oui. Il n'y avait pas de jazz à la fin. Non, il n'y avait pas de jazz à la fin, mais c'est vrai que c'est une jolie version aussi, comme quoi la musique baroque, pour moi, il y a une grande modernité. Et on peut faire, et en même temps, comme vous disiez, une grande liberté dans l'improvisation. Mais alors pour moi, c'est une danse. C'est une danse parce que je me suis rendu compte que ce rythme, pam, 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 c'est le rythme de la sarabande, la vieille danse espagnole. Et comme il y a justement une rubrique qui s'intitule Mécanique d'un tube dans l'émission, je vous propose de consacrer la rubrique à la grande sarabande de Handel. Donc nous parlons de la plus célèbre des sarabandes de Handel. Alors celle que nous venons d'entendre, chantée par Philippe, il y a le rythme caractéristique pam 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 pam, donc toujours longue longue, brève longue longue.
Il en a fait plusieurs, mais il y en a une qui a été immortalisée, sans doute parce qu'elle a été utilisée tout au long du film de Stanley Kubrick en 1975, Barry Lyndon. Alors je vous la joue, voici ce que ça donne. Alors la grande question, c'est toujours pourquoi un morceau de musique classique devient un tube. On peut dire que c'est grâce au film, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a d'autres musiques utilisées dans des films qui n'ont pas la popularité de cette sarabande. On reconnaît l'achat Kyopuhanga, c'est en majeur, mode majeur, là, mode mineur, et on reconnaît toujours ce rythme. Alors, j'ai quelques pistes. Déjà, l'omniprésence obstinée de ce rythme qui en mineur sonne presque comme une sorte de battement cardiaque. Pom, pom, pa, pam, 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 pa, pam, pam. Or, très souvent, les mélodies qui font des tubes ont un noyau rythmique inlassablement répété. On s'intéresse toujours à la mélodie elle-même, au chant, mais en fait, il y a toujours pam, pam, pa, pam, toujours ce noyau rythmique. Et puis, il y a le fait qu'à chaque fois, toutes les deux mesures, Handel monte un petit peu. Plus haut. Encore plus haut. Il aurait pu continuer, et puis de plus en plus haut. Bon, il n'a pas fait, mais il y a déjà tout le début qui est comme ça. Et puis, il y a aussi ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'au fond, ça fonctionne un petit peu comme une grille de jazz ou de chansons. Il suffirait de changer quelques notes. Hein. Cette sarabande obstinée, toujours montante, est le point de départ d'une série de variations. Donc tout cela ensemble explique peut-être l'incroyable succès de cette sarabande. Voilà, un grand merci à Handel pour cette grande sarabande et aussi à M. Kubrick pour nous l'avoir bien mis dans l'oreille. Alors finalement, on tourne autour de quelque chose depuis le début de cette émission, c'est la mélodie. Mais c'est toujours cette interrogation, ce mystère, qu'est-ce que c'est qu'une belle mélodie, comment ça marche? Et on pense toujours à la voix, mais du côté des instruments, c'est la même chose. Chez la plupart des compositeurs, pas tous, mais presque tous, il y a des mélodies plus ou moins extraordinaires, plus ou moins faciles à retenir, etc. Et il y a un compositeur que j'aime particulièrement, je partage ça avec le Quatuor Eben, c'est Fauré, qui a écrit des mélodies qui parfois déroutent parce qu'elles ne semblent pas, comment dire, justement, se fonder sur cette répétition d'un noyau rythmique. Comme si, au contraire, la mélodie chez Fauré était comme un grand chant ininterrompu. Et c'est normal puisque Fauré n'a pas étudié au Conservatoire de Paris, mais dans une école religieuse, l'école Niedermeyer, et qu'il a fait des années et des années de plein chant. Et le plein chant, justement, on l'a entendu tout à l'heure avec le serpent de Michel Godard, c'est ces mélodies un petit peu souples comme ça, mélismatiques. Alors, je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait bien entendre cette essence vocale et presque religieuse de la mélodie chez Fauré. Et on a eu l'idée suivante, si Pierre en est d'accord, c'est que le premier violon soit remplacé par Philippe à la voix. C'est-à-dire que la partie de premier violon du début du premier mouvement du Quatuor de Fauré va être non pas jouée par Pierre, tu es au chômage pas très longtemps, hein, juste 3 minutes, tu es payé pareil, hein, et tu es remplacé par Philippe, qui d'ailleurs était violoniste. C'est bien ça, tu as commencé par le violon. Oui, j'ai même fait du quatuor, donc ça me permettra de replonger dans mon passé. Eh bien, reprends ta place.
Bravo. Durant sa place. Oui, c'était durant sa place. Alors, moi, je suis vraiment très heureux que vous jouiez ça parce que les trois grands compositeurs du début du XXe siècle français, c'est Ravel, Debussy, Fauré, et ils ont chacun fait un quatuor à cordes. Et on joue très souvent ceux de Ravel et Debussy, mais très peu celui de Fauré. Alors, du côté de Debussy, il y a un magnifique mouvement, un mouvement lent, où les instruments à cordes utilisent une sourdine qui pose sur le chevalet, qui donne une sonorité plus ouatée. Il n'y a pas que les trompettes qui ont des sourdines. Et cette très belle mélodie contient un secret rythmique. Ta ti lam. Simplement ça. Ta ti, ta ti, ta ti. Et d'un bout à l'autre, on entend ce rythme qui unifie toute la mélodie très douce, capiteuse. Écoutons le thème. Merci beaucoup. Ils ne peuvent pas s'empêcher, finalement. Un dernier exemple dans le final du Quatuor de Ravel, c'est un final très dense, très tempétueux, mais à un moment, tout semble s'arrêter et d'un seul coup, il y a juste cette mélodie qui fait au premier violon
Et alors, toujours la même histoire, le petit noyau rythmique, taka taka tam. Tararan, taka taka tam, para. Voilà, vous la reconnaîtrez, vous allez voir, c'est un tout petit moment, parce que le reste du mouvement est extraordinaire. Et alors, depuis le début que le Quatuor Eben nous fait entendre des petits extraits, j'ai pensé que c'était bien maintenant qu'on écoute un mouvement en entier, donc le final du Quatuor de Ravel.
Bon, c'est un peu paradoxal, ce final tellement tempétueux pour illustrer l'idée de mélodie, parce qu'il y a cette mélodie au centre, mais enfin, là, je m'adresse au chanteur, Michel Grégoire. Comment, quand vous composez une mélodie, comment elle arrive? Moi, en ce qui me concerne, je n'écris pas de mélodie, très peu. Mais ça m'arrive quand même d'en avoir qui me viennent. Et alors, c'est absolument inexplicable. D'un seul coup, quelque chose de lancinant revient constamment. Bon, ce ne sont que des mélodies de chansons, donc des petites choses. Ce n'est pas très élaboré, mais quand même, viennent des choses. Et parfois, je participe à la mélodie de certaines de mes chansons. Mais peut-être Grégoire qui compose, il va pouvoir nous en dire un peu plus. Parce que... Alors moi, c'est en fait, soit je pars d'un instrument, soit le piano, d'un accord, et avec une phrase, un texte. Et à partir de là, je crée une mélodie dessus, sauf pour certaines chansons, et notamment ma chanson Toi plus moi, où la mélodie m'est venue comme ça, comme une ritournelle. Et j'étais sûr de l'avoir déjà entendue. Ça m'est venu de je ne sais pas où. J'ai demandé à tout mon entourage et personne ne la connaissait, cette mélodie. Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est qu'à chaque fois qu'on a quelque chose, parce que une mélodie très évidente, Toi plus moi, et à chaque fois qu'on a quelque chose de si évident, on a l'impression, évidemment, que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu et qu'on a restitué simplement. On a du mal à croire que c'est une pure création, et pourtant, oui. Sans comparaison aucune avec ma musique, mais c'est ce qu'a fait Paul McCartney avec Yesterday, en se réveillant un matin en croyant que ça existait déjà. Il a cherché et ils n'ont jamais trouvé d'où venait cette mélodie. Et puis alors, l'autre chose, c'est qu'une fois qu'on a la mélodie, qu'est-ce qu'on en fait? Le problème qui se pose dans la musique classique, c'est que les œuvres durent 3, 4, 5, 6, 10 minutes. Parfois, il y a des mouvements de symphonie qui durent un quart d'heure avec un thème unique ou avec 2 thèmes. Donc, il faut varier, développer ou tout simplement faire ce qu'on a fait tout à l'heure quand tu chantais avec Philippe, c'est-à-dire transposer. Donc, je vous propose de consacrer la minute du professeur solfège à la transposition. Alors, cette semaine, la minute est consacrée à la transposition. Qu'est-ce que c'est que la transposition? C'est très simple, c'est simplement quand on prend une mélodie et qu'on la joue un peu plus haut, un peu plus bas. Tenez, air connu. Maintenant, un peu plus aigu. Encore plus aigu. Alors évidemment, on a l'impression à chaque fois que je suis un peu plus pimpant, un peu plus joyeux. Oui, mais c'est relatif, c'est par comparaison. Au fond, il n'y a aucune raison de considérer qu'une tonalité est plus joyeuse qu'une autre. Non, on peut même se demander pourquoi les compositeurs choisissent une tonalité plutôt qu'une autre. Par exemple, pourquoi Beethoven a-t-il écrit et pas plutôt ou alors et quand Mozart fait sa 40e symphonie, il décide que ce sera en sol mineur. Pourquoi pas en si mineur? Ou alors en mi bémol mineur? Non, au fond, c'est toujours la même musique, un peu plus haut ou un peu plus bas. Alors, quand on est chanteur, on sait pourquoi on transpose. On transpose pour qu'on puisse le chanter, parce que ça pourrait être un peu trop aigu, un peu trop grave. Mais quand on est instrumentiste, eh bien, on peut se demander. Alors, à force d'aller dans l'aigu, ça peut finir par être bizarre. Là, vous voyez, ça fait boîte à musique. Et dans le grave, c'est déjà plus sérieux. Une chose qu'il ne faut pas faire, c'est transposer en cours de route. Ça fait vraiment très bizarre. Non, ça ne se fait pas du tout. Non, on ne sait plus du tout où on en est. Alors, la dernière chose qu'on pourrait dire peut-être, c'est qu'au fond, quand on joue un accord, c'est une couleur. Si on le joue un peu plus aigu, c'est la même couleur, mais on dirait qu'à chaque fois, on met un peu plus de blanc. Vous voyez? C'est de plus en plus transparent. Et dans l'aigu, ça n'est plus que du blanc avec un tout petit peu de couleur. Dans le grave, au contraire, la couleur s'assombrit. Mais oui, au fond, transposer, c'est simplement éclaircir ou assombrir la même couleur. Vous avez compris ? Continuons notre voyage au pays de la mélodie.
Nous venons de parler de Fauré, de Ravel, de Debussy, des trois grands compositeurs français joués par le Quatuor Ébène, qui vient de consacrer un disque à ces trois compositeurs. Eh bien, pour rester dans le sujet, il se trouve que Philippe vient de sortir également un disque consacré à la mélodie française. Alors, on a l'habitude de la voix de haute-comte chez Handel, dans la musique baroque, mais là, tu as eu l'idée de te servir de la voix de haute-comte, mais dans la mélodie française. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Plein de raisons, j'adore ce répertoire-là, le répertoire fin 19e, 20e français. J'en avais beaucoup pratiqué quand j'étais instrumentiste. Et il y a peu de choses pour les contre-ténors en musique française, baroque. Et donc j'avais très envie de chanter en français en fait. J'avais vraiment envie de chanter dans ma langue. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce répertoire parce qu'on est aussi dans une période de transition. Effectivement, la frontière entre la mélodie française et la chanson française n'est pas si évidente que ça parfois. Et voilà, j'avais envie de faire effectivement un travail sur la diction qui était effectivement peut-être plus proche de la chanson que de l'opéra habituel. Alors le disque s'intitule Opium, et moi j'y ai découvert un bijou, Green, donc le célèbre poème de Verlaine, voici des fruits, des feuilles, des fleurs et des branches, le poème que Verlaine écrit pour Rimbaud, mais par Reynaldo Hahn. Autant je connaissais la version de Debussy, la version de Fauré, mais je ne savais pas qu'il y avait une version de Reynaldo Hahn. Et puisque tout à l'heure, on a parlé de ce problème de comment les mélodies viennent à l'esprit des compositeurs, eh bien, peut-être qu'on peut aussi se demander si ça ne vient pas tout simplement du texte. Un compositeur s'imbibe d'un texte et, tout naturellement, une mélodie lui vient. Alors, je propose à Michel de lire déjà ce fameux poème et, Philippe, que tu chantes la mise en musique par Reynaldo Hahn de ce poème. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches, et qu'à vos yeux si beaux l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert encore de rosée, que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposés rêve des chers instants qui la délaceront. Sur votre jeune sein, laissez rouler ma tête, toute sonore encore de vos derniers baisers. Laissez-la s'apaiser de la bonne tempête, et que je dorme un peu puisque vous reposez. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez
on a l'impression que Reynaldo Hahn a pratiquement eu du mal à imposer une mélodie trop chantée, en fait, tellement le texte est pudique et intime. Et c'est vrai que la mélodie naît presque de la volonté qu'il n'y en ait pas, en fait. C'est d'une simplicité désarmante. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Reynaldo Hahn a 16 ans au moment où il compose cela, au Venezuela. Et il me semble que c'est la plus belle version des trois, entre Reynaldo Hahn, Debussy et Fauré. Mais est-ce qu'il arrive parfois qu'on compose d'abord la musique, puis les paroles? Et il y a justement un compositeur français qui l'a fait, c'est Massenet. Jules Massenet, donc c'est fin 19e, début 20e, a composé une pièce pour piano. Puis il l'a réutilisée pour une pièce de théâtre en musique de scène, et ça a eu tellement de succès qu'il a fini par poser, mais plusieurs années après, des paroles sur sa mélodie. Et c'est aujourd'hui encore une de ses mélodies les plus connues, l'Élégie, qui est dans ton disque, et si tu en es d'accord, que j'aimerais bien qu'on entende comme un bel exemple de musique, alors exactement l'inverse de Reynaldo Hahn, c'est-à-dire d'abord la musique, après les paroles, plus le violoncelle, voilà, puisque c'est une mélodie en trio. En fait bref, ce dont nous parlons, c'est de la correspondance des arts, c'est-à-dire la poésie, la musique. Et Marie-Claude, tu t'intéresses de près à la littérature, à la poésie. Comment les équivalents se forment en toi? C'est-à-dire, tu entends une musique, je ne parle pas de ballet existant déjà, hein, je parle là de ce que tu fais comme chorégraphe. Comment est-ce que le geste arrive dans le cerveau? D'abord, je crois qu'il y a l'idée première, là où on veut, ce qu'on veut raconter.
Il y a le fond d'abord qui est très important, et après découle la forme. Donc après, il y a la musique, il y a l'univers musical, il y a le rythme, il y a les silences, il y a les ruptures de rythme. Sur un geste tout simple qui est un bras tendu, il va être léger, et puis il va être violent, arrêté, il va couper l'air, il va être désarticulé. Voilà, il y a plein de choses qui font que, après, tout est lié avec la musique, mais d'abord, il y a le fond qui est très très fort. C'est ce que, un peu quand quelqu'un fait une chanson ou écrit un texte. C'est pour ça que moi aussi, je pars de l'écriture avant même de chorégraphier et donner le mouvement au corps. Est-ce que c'est ce que tu as fait pour ton dernier spectacle, La Tentation d'Ève? C'est-à-dire d'abord. C'est ce que je suis en train de faire, La Tentation d'Ève, oui, parce que c'est d'abord, voilà, c'est venu. J'avais envie de me retrouver seule en scène. J'avais chorégraphié il y a 1 an et demi de ça une grosse pièce Marco Polo avec beaucoup de danseurs, des chanteurs. Et là, j'avais envie de me retrouver un peu dans l'intimité et me dire voilà, qu'est-ce qui me constitue, qu'est-ce qui constitue la femme en l'occurrence, à travers l'histoire de la femme, à travers le corps de la femme, à travers le costume, à travers cette évolution. Et c'est là où arrivent évidemment des images qui sont très très fortes et qu'on arrive après à transposer dans le corps. Là, ce qui est intéressant, c'est que donc la musique vient après. Or, moi, évidemment, j'ai toujours ce côté comme musicien d'imaginer, quand je cherche une correspondance, voilà, si on compose une mélodie, on lit une phrase, tiens, quelle mélodie on pourrait mettre sur cette phrase. Mais si je te joue quelques thèmes très connus de la musique classique, est-ce que tu peux me dire, voilà, comme tu as fait tout à l'heure avec ces gestes des bras, quel serait l'équivalent pour toi? On va essayer. C'est plus du domaine de l'improvisation, mais je vais me lever parce que ça va être plus. Par exemple, une chose un peu brutale. Quelque chose de. Et la résonance de la note, des notes qui viennent après. Plus romantique. Troisième symphonie de Brahms. Quelque chose de. Dans les relâchés, peut-être. Dans les abandons du corps. Dans les abandons du regard aussi. Parce que le regard, c'est vraiment périphérique. Et c'est ça qui donne la dimension. C'est extraordinaire. Attends, un dernier. Tiens. Bach. Ah, c'est magnifique. Quelque chose qui se gonfle. Qui grandit. Comme des ailes d'oiseaux qui se déploient. Mais c'est très intéressant de travailler aussi sur l'improvisation. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup le rapport, enfin le danseur avec l'instrument et avec la voix. Ce que tu fais toi comme chorégraphe, est-ce que c'est de la danse classique? Est-ce que c'est de la danse moderne? Je ne vais pas nier le fait de ma formation qui est classique, mais je crois beaucoup dans la mixité des écritures, que ce soit la danse hip-hop, que ce soit le contemporain, que ce soit les arts martiaux, que ce soit le buto. C'est l'enrichissement justement de ce métissage qui m'apporte énormément. Donc je n'arrive pas vraiment à définir mon style, dire plutôt que je suis un créateur qui aime l'art du mouvement. Je te pose la question d'autant plus que dans ce rapport entre la formation classique et d'autres choses qui sont moins dans le classicisme, eh bien, c'est presque la définition pour moi du quatuor ébène, c'est-à-dire un quatuor qui joue tous les classiques, mais aussi le jazz. Et puisque nous approchons de la fin de la mission, je voudrais bien un petit morceau de jazz, non ?
Merci beaucoup de ce sextuor sur le All Blues de Miles Davis. Alors, Grégoire, un dernier petit franchissement de frontière à la toute fin de ton disque. D'ailleurs, ça n'est même pas annoncé dans les plages officielles, si je puis dire, à la Clairefontaine, mais chanté pas du tout comme une comptine, mais vraiment comme une chanson d'amour. C'est-à-dire que ce que moi j'avais dans la tête, comme une sorte de ritournelle, comme ça, un truc à la Clairefontaine. Et là, d'un seul coup, eh bien, chanter avec cette présence, cette intensité qui te caractérise, d'un seul coup, je me suis mis à écouter vraiment ce qui était dit. Et au fond, un texte un peu doux, amer, qui parle de cet amour qu'il a quitté parce qu'il n'a pas été capable de lui donner un bouquet, je crois, de fleurs. C'est-à-dire, en gros, parce De qu'il n'a pas... l'accepter surtout. Ah, il n'a pas accepté le bouquet. C'est un bouquet de roses que l'homme refuse, que la femme prend le devant, l'homme refuse, et donc elle le quitte, et lui il regrette. Donc, tout ça, moi, je ne l'avais jamais vu dans la Clairefontaine. Et tu veux pas qu'on en fasse un petit bout maintenant ? Alors j'ai retrouvé les phrases qui me plaisaient bien, c'est « Je voudrais que la rose fût encore au rosier et que ma douce amie fût encore à m'aimer ». Ça c'est très joli. Tout à fait. J'aime l'aveu de la faiblesse de l'homme qui fait toujours le macho. Et il y a cette idée-là effectivement d'essayer de se faire pardonner, sachant qu'il n'y arrivera pas, mais en tout cas d'avouer son amour pour la personne. La Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Sous la feuille d'un chêne, je me suis fait sécher, et sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai, tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je l'aime, jamais, jamais je ne l'oublierai. Écoute, quand c'est dit comme ça, c'est irrésistible. Mais moi, je me suis rendu compte que des tas de comptines ou de chansons dites enfantines, populaires, dont je pensais qu'en gros, on les avait tous dans l'oreille, et bien finalement, elles ne sont plus si connues que ça. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire, si vous en êtes d'accord, un quiz chanson populaire. Alors, venez tous autour du piano. Philippe aussi, hein, tu n'y échappes pas. Vous comprenez évidemment le principe. Je vous joue la mélodie dans l'arrangement que j'ai envie de faire d'ailleurs, peut-être classique éventuellement, et le premier qui dit la mélodie a gagné. Alouette, je te pleurerai. Très bien, Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Bon, je continue. Il pleut, Bergère. bergère. Oh, vous connaissez, c'est trop. Alors, ah, peut-être celui-là.
J'ai fait un petit piège, voilà. J'ai fait un petit piège parce que je l'ai fait un petit peu plus lent. Un petit peu plus. J'ai dit bon tabac. Exactement. J'ai essayé de le faire à la Brahms. un petit Bon, peu bah oui, quand en même, mineur. Bah oui, parce que sophistiqué. Hein. Voilà, bon, très, très bien. Mais enfin, il a reconnu. Vent du matin. Ça se dit vent du matin aussi. J'ai essayé de le. Vent frais. Oui, c'est ça. Et C'est c'est un un canon, canon. en fait. Ouais. Ouais. Mais j'ai essayé de le faire un peu. Tu sais, un petit peu à la Dvorak. Bon, bah vous les trouvez tous. C'est pas très drôle. Hein. Ah. Sur le pont d'Avignon. Bravo. Et le dernier, c'est impossible que vous le connaissiez pas. Ah, vous dirais-je, maman. Tout à fait, Grégoire. Oui, ça a été à l'âge de 25 ans que Mozart a écrit des variations quand il était à Paris. Et la première version d'À vous dirais-je, maman était un tout petit peu leste. Mon cœur dit à chaque instant, peut-on vivre sans amant? Et un petit peu après, hélas, maman, un faux pas me fit tomber dans ses bras. Et on a jugé que c'était pas convenable. Bravo, vous avez tout bon. Voilà, alors c'est sur cette dernière évocation de la chanson populaire que nous terminons notre grand voyage. Peut-être que finalement, ça n'est pas innocent et que ces mélodies populaires, c'est peut-être chez les compositeurs classiques, chez les musiciens de jazz, chez les chanteurs, un moyen à un moment donné de reprendre possession de quelque chose, de se ressaisir d'une inspiration, de quelque chose qui est toujours là, qu'on oublie et auquel on revient. Voilà, donc voyage à travers la danse, à travers le chant, à travers la mélodie, la chanson. Je rappelle la tournée de Marie-Claude Pietragala, La Tentation d'Ève. Donc à partir du 26 septembre, et alors également La femme qui danse, je crois que ça vient de paraître, qui est un livre écrit à 4 mains, si on peut dire. Avec Enfin, Dominique voilà, Simonet. avec Dominique Simonet chez Le Seuil. Bon, Michel Delpech, moi j'ai l'impression que tu es en tournée permanente. En tout cas, tu le seras particulièrement à partir de la rentrée prochaine. Et ton dernier album s'intitule Sexa. Grégoire, ton album Toi plus moi est toujours dans les bacs. Et on y retrouve évidemment à la Clairefontaine. Et puis peut-être quelque chose en préparation? Tout à fait. Là, je suis en tournée, mais je prépare un deuxième album pour l'année prochaine. Alors Philippe, moi j'ai 3 disques à toi, précieusement, de chez Virgin. Il y en a un qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, puisqu'il s'appelle Héros, avec Jean-Christophe Spinozzi, qui dirige l'orchestre, qui t'accompagne. Alors c'est vraiment l'idée de ces fameux héros des castrats dont on parlait tout à l'heure. Il y a toujours côté castrat Carestini, qui est un hommage à ce grand castrat, qui est un tout petit peu moins connu que Farinelli. Voilà, qui était son grand rival, ils se détestaient. Ah bah, j'espère bien, c'est plus drôle comme ça. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure, le disque Opium, entièrement composé de mélodies françaises. Alors du côté des instrumentistes, le quatuor Ébène, eh bien, on a déjà parlé tout à l'heure du disque consacré aux 3 quatuors français, de Ravel, de Debussy et de Fauré, également chez Virgin. Au clavicorde, Freddy Eichelberger est également présent dans le disque Arcangelica, en compagnie du serpent de Michel Godard. Michel, est-ce que tu n'es pas loin? Voilà. Antonin Triohand au saxophone, Guillaume Poncelet, bugle, trompette. Je vous propose de prendre tous ensemble, tous en chœur, les instruments comme les chanteurs et même, si tu es d'accord, Marie-Claude, à la Clairefontaine.